Bonsoir, bienvenue sur la Vanne Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture de Trois hommes dans un bateau. Pardon, je ne suis pas à la bonne page. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Enfin, je vous dis surtout à tout à l'heure, après cette lecture. Pardon. Chapitre 12. En rue... Non, pas du tout. J'ai lu ça. Pardon. Oui, ça y est. Chapitre 13, excusez-moi. Marlowe, l'abbaye de Bisham. Les moines de Medmenham, Montmorency pense à trucider un vieux matou, mais tout compte fait, il décide de le laisser vivre. Scandaleuse conduite d'un fox terrier dans un grand magasin. Notre départ de Marlowe. Un cortège imposant. Le bateau à vapeur. Recette pratique pour lui causer du désagrément. Nous refusons de boire la Tamise. Un chien pacifique. Étrange disparition de Harris et d'un pâté. Marlowe est l'une des bourgades les plus agréables que je connaisse sur la Tamise. C'est une petite ville vivante et animée. Pas très pittoresque dans l'ensemble, il est vrai, mais on y trouve cependant quelques coins étranges. Arches qui survivent du viaduc brisé du temps, grâce auquel notre imagination remonte jusqu'aux âges où le manoir de Marlowe avait pour seigneur le saxon Algar, avant que Guillaume le Conquérant s'en fût emparé pour le donner à la reine Mathilde, avant qu'il passât au comte de Warwick ou au savant et sage Lord Paget, le conseiller de 4 souverains successifs. Il y a également de jolis environs, si vous aimez vous promener après le canotage. Le fleuve, d'ailleurs, est ici dans toute sa beauté. En aval, le trajet est charmant jusqu'à Cookham, le long des prairies et des bois de la Carrière. Chers vieux bois de la Carrière, avec vos sentiers grimpants, vos allées sinueuses, quels souvenirs parfumés vous m'apportez à cette heure encore des jours ensoleillés d'été. Les fantômes de visages rieurs hantent pour moi vos ombreuses perspectives et vos ramures chuchotantes descendent doucement les voies de jadis. Le trajet de Marlowe à Sonning est plus beau encore. L'antique abbaye de Bisham, dont les murs de pierre ont retenti sous les voix des Templiers et qui fut un temps la demeure d'Anne de Clèves, puis de la reine Élisabeth, se voit sur la rive droite juste 1 kilomètre en amont du pont de Marlowe. L'abbaye de Bisham abonde en souvenirs mélodramatiques. Elle renferme une chambre à coucher tendue de tapisserie et un cabinet secret se cache dans l'épaisseur de ses murs. Le fantôme de la Dame Sainte, qui tua son petit garçon à force de coups, y rôde encore la nuit et s'efforce de laver ses mains spectrales dans un bassin spectral. Warwick, le faiseur de rois, y repose, insoucieux désormais de ces vanités vulgaires que sont les rois et les royaumes de la terre. Salisbury également, qui fit de bonne besogne à Poitiers. Juste avant d'arriver à l'abbaye et tout au bord du fleuve se trouve l'église de Bisham. Et s'il est des tombeaux dignes d'être visités, ce sont bien les monuments funéraires de cette église. C'est en se laissant bercer dans son canot sous les hêtres de Bisham que Shelley, qui habitait alors à Marlowe, où l'on voit encore sa maison dans West Street, composa sa Révolte de l'islam. Près de l'écluse Hurley, un peu en amont, j'ai souvent imaginé que je pourrais passer un mois dans ce paysage sans en épuiser toutes les beautés. Le village de Hurley, à 5 minutes de marche de l'écluse, est un des plus anciens coins de la Tamise, car il remonte, pour employer la bizarre phraséologie de ces temps reculés, au jour du roi Sebert et du roi Offa. Juste après l'écluse, en remontant, est le champ des Danois, où campèrent un jour les envahisseurs danois durant leur marche sur le comté de Gloucester, et un peu au-delà encore, niché dans un délicieux recoin du fleuve, ce qui reste de l'abbaye de Medmenham. Les célèbres moines de Medmenham, ou le club du feu de l'enfer, comme on les appelait d'ordinaire, et dont faisait partie l'illustre Wax, était une confrérie ayant pour devise « Fais ce que veut ». Et cette exhortation se lit encore sur le porche branlant de l'abbaye.
Bien avant la fondation de cette fausse abbaye et de sa congrégation d'irrévérencieux farceurs, il y avait au même endroit un monastère d'un genre plus sérieux, dont les moines différaient beaucoup des libertins destinés à leur succéder 500 ans plus tard. Les religieux cisterciens, dont l'abbaye se dressait là au XIIe siècle, avaient pour seul vêtement un froc de bure grossière et ne mangeaient ni chair, ni poisson, ni œufs. Ils couchaient sur la paille et se relevaient à minuit pour l'office. Ils passaient leur journée dans le travail manuel, la lecture, la prière, et toute leur vie s'écoulait dans un silence de mort, car nul n'avait le droit de parler. Quelle funèbre communauté, quelle existence austère, et en cet aimable asile que Dieu créa si riant. Il est étrange que les voix de la nature qui les entourait, le doux murmure du fleuve, le bruissement des roseaux, l'harmonie du vent dans les ramures, n'aient pu leur renseigner une conception meilleure de la vie. Ils restaient là à l'écouter tout au long du jour, attendant une voix du ciel. Et tout au long des jours et des nuits solennelles, cette voix leur parlait de mille et mille façons, et ils ne l'entendaient pas. De Medmenham à la jolie écluse de Hambledon, le fleuve abonde en paisible beauté. Mais après avoir dépassé Greenlands, la modeste propriété de mon éditeur, vieux monsieur tranquille et sans prétention, que l'on peut voir souvent par là en été, maniant l'aviron à lui seul avec une souple vigueur ou bavardant jovialement au passage avec un vieil éclusier, jusque bien au-delà de Henley, le paysage est plutôt vide et monotone. Le lundi matin, à Marlow, nous nous levâmes d'assez bonne heure et allâmes prendre un bain avant le petit déjeuner. Au retour, Montmorency se conduisit en parfait imbécile. L'unique divergence d'opinion qu'il y ait entre Montmorency et moi concerne les chats. J'aime les chats. Montmorency les déteste. Lorsque je rencontre un chat, je lui dis « Joli minet » en me baissant pour lui gratter le crâne. Et le chat dresse sa queue en crosse épiscopale, fait le gros dos et frotte son nez contre mon pantalon. Tout se passe gentiment et paisiblement. Quand Montmorency rencontre un chat, la rue entière en est informée. Il se gaspille en 10 secondes plus de gros mots que n'en dépense durant toute sa vie un vieil homme qui se respecte s'il les emploie à bon escient. Je ne blâme pas le chien, et je me contente à l'ordinaire de lui administrer une taloche ou de lui jeter des pierres, parce qu'il se conduit, je l'admets, selon sa nature. Les fox terriers sont nés avec une dose de péché originel au moins 4 fois plus grande que celle des autres chiens, et il faut des années et des années de patients efforts de notre part, à nous chrétiens, pour corriger de façon appréciable l'humeur batailleuse des fox terriers. J'étais un jour, je me rappelle, dans la salle de la consigne des grands magasins Haymarket, et tout autour de moi se trouvaient des chiens attendant le retour de leur maître partis faire des achats à l'intérieur. Il y avait là un dog, un ou deux collets écossais, un Saint-Bernard, plusieurs épagnols et terre-neuve, un chien pour chasser le sanglier, un caniche français au poil abondant sur la tête mais au derrière pelé, un bulldog, quelques-unes de ces bestioles que l'on vend au passage Leather, pas plus grosses que des rats, et un couple de chiens du Yorkshire. Ils restaient là patiemment, bien sages et méditatifs. Une paix solennelle régnait dans cette salle d'attente. Une atmosphère de calme et de résignation, de douce mélancolie emplissait la pièce. Entra alors une gentille petite madame, conduisant un mignon fox terrier à l'air soumis, qu'elle laissa là, attaché entre le bulldog et le caniche. Il resta 1 minute à regarder où il se trouvait. Puis il leva les yeux au plafond, l'air de songer à sa mère. Puis il bâilla. Puis il passa en revue les autres chiens, tous silencieux, graves et dignes. Il considéra le bulldog, qui dormait à sa droite, d'un sommeil sans rêve. Il examina le caniche, hautainement dressé à sa gauche. Puis, sans crier gare et sans la moindre provocation, il mordit la patte de devant la plus proche du caniche et un hurlement de douleur retentit dans l'ombre paisible de la salle d'attente. Le résultat de sa première expérience lui parut des plus satisfaisants. Il se mit en devoir de continuer à répandre un peu d'animation autour de lui. Bondissant par-dessus le caniche, il s'attaqua vigoureusement à un collet qui se réveilla et entama aussitôt une bataille en règle avec le caniche. Notre petit fox revint alors à sa place, attrapa le bulldog par l'oreille et entreprit de le jeter au loin. Le bulldog, bête curieusement impartiale, s'en prit à tout ce qui se trouvait à sa portée, y inclut le gardien de la salle de consigne, ce qui procura au cher petit terrier l'occasion de se livrer à une lutte soutenue avec un chien du Yorkshire, lui aussi tout plein de bonne volonté.
À tous ceux qui connaissent la nature canine, il est inutile de dire qu'à cette heure, tous les autres chiens présents dans la pièce s'étaient mis à lutter comme si l'existence de leur foyer eût dépendu de l'issue de la mêlée. Les gros chiens se combattaient les uns les autres indistinctement. Les petits chiens aussi se battaient entre eux et profitaient de leurs instants de loisir pour mordre les pattes des gros. La salle d'attente fut bientôt un absolu pandémonium et le tapage était horrifique. Un rassemblement se forma au dehors dans Haymarket. On se demandait s'il y avait une réunion du conseil municipal ou sinon qui on assassinait et pourquoi. Des hommes entrèrent, munis de bâtons et de cordes, s'efforçant de séparer les chiens, et on envoya chercher la police. Au plus fort de la bagarre, la gentille petite madame revint. Elle saisit son joli chéri mignon. Il avait mis sur le flanc pour un mois le Yorkshire et revêtait à présent l'expression d'un agneau nouveau-né. Le serra dans ses bras, le couvrit de baisers, lui demandant s'il n'était pas mort et si ces grandes vilaines bêtes lui avaient fait du mal. Et il se nicha contre elle, la contemplant avec l'air de dire « Ah, chère petite maîtresse, quel bonheur que tu sois venue m'arracher à cette scène odieuse !» Elle déclara que la direction des magasins n'avait pas le droit de laisser mettre de grosses bêtes féroces comme ces autres chiens avec les chiens des gens comme il faut, et qu'elle avait bonne envie de lui intenter un procès. Telle est la nature des fox terriers. C'est pourquoi je n'en veux pas à Montmorency de sa tendance à se battre avec les chats, mais il n'eut pas à se féliciter de s'y être livré ce matin-là. Nous revenions, comme je l'ai dit, de la baignade et nous étions dans la grande rue quand un chat jaillit d'une maison en avant de nous et se mit, en trottinant, à traverser la chaussée. Montmorency poussa un cri de joie, le cri du vaillant guerrier qui voit son ennemi se livrer entre ses mains, le cri même que dut pousser Cromwell quand les Écossais descendirent de la colline, et s'élança sur sa proie. Sa victime était un gros matou noir. Je n'ai jamais vu de chat plus gros, ni d'apparence moins recommandable. Il avait perdu la moitié de sa queue, une oreille et une partie fort appréciable de son nez. C'était un animal solide et râblé. Il avait un air calme et satisfait. Montmorency se précipita sur ce pauvre chat à l'allure de 30 km à l'heure, mais le chat s'abstint de presser le pas. Il ne semblait pas du tout avoir compris que sa vie était en danger. Il continua de trottiner paisiblement jusqu'à ce que son assassin présomptif ne fût plus qu'à 1 mètre de lui. Il fit alors volte-face, s'assit au beau milieu de la chaussée et regarda Montmorency d'un air aimablement interrogateur qui voulait dire « Tiens, c'est à moi que vous en avez !» Montmorency ne manque pas d'audace, mais il y avait dans la mine de ce chat de quoi glacer le cœur du chien le plus brave. Il s'arrêta court et considéra Minet. Ni l'un ni l'autre ne parlèrent, mais la conversation que l'on peut imaginer entre eux fut évidemment celle-ci. Le chat. « Puis-je quelque chose pour vous ?» Montmorency. « Non. »« Non, merci, non. » Le chat. « Vous savez, il ne faut pas vous gêner si vraiment vous désirez quelque chose. » Montmorency, reculant un peu. « Oh non, pas du tout, je vous assure. Ne vous inquiétez pas, je crois que j'ai fait une erreur. Je pensais vous reconnaître. Pardon de vous avoir dérangé. » Le chat. « Il n'y a pas de quoi. C'est avec le plus grand plaisir. »« Vrai, vous ne désirez rien de moi ?» Montmorency, reculant toujours. « Absolument rien, merci. Pas du tout. Vous êtes trop aimable. Au revoir, portez-vous bien. » Le chat. « Merci, vous aussi. » Le chat se leva et repartit, trottinant. Montmorency, rentrant ce qu'il appelle sa queue dans l'espace ménagé à cet effet, s'en revint vers nous et se plaça modestement à l'arrière-garde. Depuis lors, il suffit de prononcer le mot « chat » pour voir Montmorency frémir et vous adresser un regard piteux, l'air de dire « Je vous en prie ». Après le petit déjeuner, nous fîmes notre marché, ravitaillant le bateau pour 3 jours. Georges affirma que nous devions prendre des légumes et qu'il était malsain de n'en pas manger. « C'est facile à cuire, ajouta-t-il, et je m'en charge. » Nous prîmes donc 10 livres de pommes de terre, un boisseau de petits pois et quelques choux. Nous nous procurâmes à l'hôtel un pâté de viande, 2 tartes aux groseilles et un gigot de mouton. Plus des fruits frais, des gâteaux, du pain et du beurre, du jambon, du lard et des œufs et d'autres victuailles qui nous firent courir toute la ville. Notre départ de Marlow, digne et impressionnant quoique dépourvu d'ostentation, fut, à mon sens, un de nos plus grands triomphes. Nous avions exigé dans toutes les boutiques que l'on nous fît la livraison sur le champ. Ces fallacieuses réponses
Oui, monsieur, je vais vous envoyer ça tout de suite. Le garçon sera là avant vous, monsieur, qui vous oblige à faire le pied de grue sur l'embarcadère et à retourner 2 ou 3 fois chez les marchands pour les activer. Nous n'en voulions pas. Nous attendîmes que le panier fût chargé pour nous faire accompagner par le garçon. Nous allâmes dans bon nombre de boutiques, adoptant ce principe dans chacune. Si bien que, pour finir, nous avions comme escorte la plus belle collection de garçons de course que l'on pût désirer. Notre descente finale au milieu de la grande rue jusqu'au fleuve dut être le plus imposant spectacle que Marlowe eût vu depuis longtemps. L'ordre du cortège était le suivant. Montmorency, portant un bâton, 2 roquets de mine peu recommandables, amis de Montmorency, Georges portant les pardessus et couvertures et fumant sa bouffarde, Harry s'efforçant de marcher avec désinvolture tout en portant d'une main une valise débordante et de l'autre une bouteille de citronnade. Garçon légumier et garçon boulanger avec corbeille, garçon d'hôtel chargé d'un panier, garçon pâtissier avec panier, garçon épicier avec panier. Un chien à long poil, garçon fromager avec corbeille, un figurant chargé d'un petit sac, ami intime du figurant, les mains dans les poches, fumant une pipe en terre. Garçon fruitier avec corbeille, moi portant 3 chapeaux et une paire de bottines et m'efforçant de prendre un air détaché. 6 petits gamins et 4 chiens de rue. Quand nous arrivâmes à l'embarcadère, le batelier nous demanda « Dites-moi, monsieur, est-ce pour le bateau à vapeur ou la péniche de plaisance ?» Il eut l'air étonné d'apprendre que nous venions chercher un canot à 2 paires de rames. Nous fûmes très persécutés par les bateaux à vapeur ce matin-là. C'était précisément la semaine d'avant les régates et ces embarcations circulaient en grand nombre, les unes isolément, les autres remorquant des péniches de plaisance. Je déteste les bateaux à vapeur, comme tout canotier, je suppose. Je ne peux pas en voir un sans éprouver l'envie de l'entraîner insidieusement vers un coin isolé du fleuve et, dans le silence et le mystère, de l'y étrangler. Il y a dans le bateau à vapeur une présomptueuse outrecuidance qui a le don de réveiller tous les mauvais instincts de ma nature, et je regrette le bon vieux temps où l'on pouvait aller dire leurs faits aux gens avec une hache d'armes, un arc et des flèches. L'expression de physionomie du citoyen qui, les mains dans ses poches, se tient à l'arrière en fumant un cigare, suffirait à elle seule pour justifier une rupture diplomatique. Le coup de sifflet impérieux qui vous enjoint de vous écarter de sa route assurerait, j'en suis sûre, un verdict d'homicide par légitime défense devant n'importe quel jury de canotiers. Il leur fallait vraiment siffler pour que nous nous écartions de leur route. Sans vouloir me vanter, je peux dire que notre petit canot, durant cette semaine-là, procura au bateau à vapeur plus de tintouins, de retards et de désagréments que toutes les autres embarcations de la Tamise réunies. « Un bateau à vapeur qui arrive !» criait l'un de nous en découvrant au loin l'ennemi. À la minute, toutes nos dispositions étaient prises pour le recevoir. Je m'emparais des tire-veilles. Harris et Georges s'asseyaient à côté de moi. Nous tournions tous 3 le dos au bateau à vapeur et le canot s'en allait tranquillement à la dérive au milieu du courant. Survenait le bateau en sifflant. Et nous dérivions toujours. À 100 mètres de nous, il se mettait à siffler comme un petit fou et ses gens venaient se pencher au bordage pour nous héler à tue-tête. Mais nous n'entendions rien. Harris nous racontait une anecdote au sujet de sa mère et Georges et moi n'aurions voulu pour rien au monde en perdre une syllabe. Le bateau poussait alors un sifflement suprême, à s'en crever la chaudière, puis il faisait machine en arrière, lâchait sa vapeur et dans une embardée, il s'échouait. Tout le monde à bord se précipitait à l'avant pour nous héler. Sur la rive, les gens s'arrêtaient et joignaient leurs cris aux leurs. Et tous les autres canots qui passaient stoppaient et faisaient chorus, tant et si bien que la Tamise entière, sur des kilomètres d'étendue, en amont et en aval, se trouvait dans un état de révolution inouïe. Alors, Harry s'interrompait à l'endroit le plus palpitant de son récit et, levant les yeux avec une douce surprise, disait à Georges « Mais sapristi, Georges, dirait-on pas que voilà un bateau à vapeur ?» Et Georges de répondre « Au fait, oui, il me semblait bien que j'entendais quelque chose. » Sur quoi nous étions pris d'une agitation vertigineuse et dans notre affolement, nous ne savions plus comment garer le canot. Les gens du bateau en foule nous lançaient des instructions. « Ramez de droite, vous, espèce d'imbécile! Déramez de gauche! Non, pas vous, l'autre! Et laissez les tire-veilles tranquilles! Oui, tous les deux ensemble, allez-y! Mais non, pas par là! Oh, tas de... » Puis il mettait à l'eau une barque pour venir à notre secours. Et après un quart d'heure d'effort, il finissait par nous
nous tirer de leur chemin de façon à pouvoir continuer. Nous leur présentions tous nos remerciements et leur demandions de nous donner la remorque, mais ils refusaient toujours. Un autre bon moyen que nous découvrîmes d'irriter le bateau à vapeur du genre aristocratique consistait à faire mine de prendre ses passagers pour une joyeuse troupe en goguette et à leur demander s'ils étaient la bande de messieurs Cuby ou les francs templiers de Bermondsey, et s'ils pouvaient nous prêter une casserole. Les vieilles dames, peu familiarisées avec la Tamise, sont toujours excessivement troublées par les bateaux à vapeur. Je me rappelle être allée une fois de Staines à Windsor. Ces parages de la rivière sont particulièrement fréquentés par ces monstres mécaniques, avec une société comprenant 3 dames de cette espèce. Ce fut très divertissant. Du plus loin qu'elle voyait apparaître un bateau à vapeur, elle voulait à toute force débarquer pour s'asseoir sur l'herbe jusqu'après son passage. Elle regrettait beaucoup, disait-elle, mais dans leur famille, on n'était pas téméraire. À l'écluse de Hambledon, nous trouvant un cours d'eau, nous prîmes la bonbonne et allâmes jusqu'à la maison de l'éclusier pour lui en demander. Notre porte-parole fut Georges. Avec un sourire persuasif, il prononça « S'il vous plaît, auriez-vous un peu d'eau à nous donner ?»« Certainement, répliqua le bonhomme. Prenez tout ce qu'il vous faut et laissez le reste. » Merci bien, murmura Georges en regardant autour de lui. Mais où la mettez-vous ? Elle est toujours à la même place, mon garçon, lui répondit-on avec flegme, juste derrière vous. Je ne la vois pas, fit Georges en se retournant. Eh bien, vrai ? Et vos yeux, où sont-ils ? Riposta l'éclusier, en forçant Georges à faire demi-tour et lui désignant tout le fleuve de long en large. Il y en a assez pour la voir, n'est-ce pas ? Oh ! S'écria Georges, comprenant enfin. Mais nous ne pouvons tout de même pas boire la Tamise. Non, mais vous pouvez en boire un peu, répliqua le bonhomme. Voilà 15 ans que je ne bois que ça. Georges lui assura que sa mine, après un tel régime, ne semblait pas une réclame suffisante pour la marque d'eau et qu'il préférait la tirer d'une pompe. Nous en obtînmes à une maisonnette située un peu plus loin. Je suppose que c'était simplement de l'eau du fleuve, mais nous ne le savions pas, et tout alla bien. Ce que l'œil n'a pas vu, l'estomac n'en est point révolté. Une autre fois, nous goûtâmes à l'eau de la Tamise, mais cela ne nous réussit guère. Nous descendions le courant et nous étions engagés dans un bras de dérivation près de Windsor pour prendre le thé. Notre bonbonne était vide et nous avions le choix entre nous passer de thé et puiser l'eau de la rivière. Harris était d'avis de s'y risquer. Il affirma qu'on n'avait rien à craindre en faisant bouillir l'eau, les divers microbes nuisibles qu'elle contenait étant tués par l'ébullition. Nous remplîmes donc notre bouilloire d'eau de la Tamise, que l'on fit bouillir, et l'on prit grand soin de la porter à complète ébullition. Nous avions fait le thé et venions de nous installer commodément pour le boire, quand Georges, sur le point de porter la tasse à ses lèvres, s'arrêta et s'écria « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Quoi donc ?» demandâmes-nous, Harris et moi. « Mais ça !» reprit Georges, les yeux tournés vers l'ouest. Nous suivîmes son regard et aperçûmes, descendant vers nous sur les ondes paresseuses, un chien. C'était un des chiens les plus tranquilles et les plus pacifiques que j'eusse jamais vus. Je n'ai jamais rencontré un chien qui eût l'air plus satisfait, plus libre de soucis. Il flottait rêveusement sur le dos, les 4 pattes en l'air, toutes droites. C'était ce qu'on peut appeler un chien dodu, au thorax bien développé. Il s'en venait, calme, digne et serein, et arrivé à hauteur de notre esquif, il s'arrêta parmi les roseaux, où il s'installa douillettement pour la nuit. Georges déclara qu'il ne voulait plus de thé et vida sa tasse dans l'eau. Harris non plus n'avait pas soif et suivit son exemple. J'avais bu la moitié de la mienne, mais j'eusse préféré n'y avoir pas touché. Je demandai à Georges si, à son avis, j'allais attraper la typhoïde. « Oh non, répondit-il, je crois que tu as bien des chances d'y échapper. En tout cas, tu sauras dans une quinzaine de jours si tu l'as ou non. » Nous remontâmes le bras de dérivation jusqu'à Wargrave. C'est un raccourci qui part de la rive droite, environ 1 kilomètre en amont de l'écluse Marsh, et qui mérite qu'on le prenne, car, outre qu'il fait gagner près d'1 kilomètre, c'est un joli petit bout de rivière ombragée. Naturellement, l'entrée en est obstruée de pilotis et de chaînes et de pancartes menaçant de toutes sortes de tortures, d'emprisonnement et de mort quiconque oserait plonger un aviron dans ses eaux. Je m'étonne que certains de ses propriétaires riverains ne revendiquent pas l'air de la rivière, infligeant 40 shillings d'amende à qui le respire.
Mais les poteaux et les chaînes s'évitent facilement avec un peu d'adresse. Et quant aux écriteaux, on peut, si l'on dispose de 5 minutes et s'il n'y a personne aux environs, en arracher un ou deux et les jeter à l'eau. À mi-longueur du bras de dérivation, nous débarquâmes pour déjeuner. Et ce fut au cours de ce repas que Georges et moi ressentîmes une surprise fort pénible. Harris aussi éprouva un saisissement, mais je doute que le sien ait été de loin aussi fâcheux que le nôtre. Voici comment l'aventure advint. Nous étions assis dans une prairie, à 10 mètres du bord de l'eau, et nous venions de nous installer commodément pour nous sustenter. Harris tenait entre ses genoux le pâté de bœuf et il le découpait, tandis que Georges et moi nous apprêtions à lui tendre nos assiettes. « Avez-vous une cuillère » dit Harris. « J'ai besoin d'une cuillère pour servir le jus. » Le panier était juste derrière nous, et Georges et moi nous nous retournâmes tous les deux pour y en puiser une. Nous ne mîmes pas 5 secondes à la trouver. Quand nous reprîmes notre position primitive, Harris et le pâté avaient disparu. Nous étions dans une vaste prairie où la vue s'étendait sans obstacle. Pas un arbre ni une haie à des centaines de mètres. Notre ami ne pouvait pas être tombé à l'eau, car nous étions entre le fleuve et lui, et il aurait été obligé pour cela de nous escalader. Georges et moi contemplâmes les alentours, puis nous nous considérâmes l'un l'autre. A-t-il été emporté au ciel demandai-je. On n'aurait tout de même pas pris le pâté avec, répondit Georges. L'objection était de poids, et nous renonçâmes à l'hypothèse céleste. La véritable explication, à mon avis, reprit Georges, redescendant en possibilités pratiques et quotidiennes, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre. Et il y ajouta d'un ton de mélancolie, « C'est bien regrettable qu'il ait été en train de découper ce pâté. » Avec un soupir, nous reportâmes de nouveau les yeux vers l'endroit où Harris et le pâté avaient été pour la dernière fois visibles sur terre. Soudain, notre sang se figea dans nos veines et nos cheveux se hérissèrent sur nos crânes en apercevant la tête de Harris. Et rien que sa tête, se dressant parmi l'herbe haute, la figure très rouge et revêtant un air de grande indignation. Georges fut le premier à se ressaisir. « Parle !» s'écria-t-il. « Dis-nous si tu es mort ou vivant, et où le reste de ta personne, et où est le reste de ta personne ?» « Ah, ne fais pas l'idiot, » répondit la tête de Harris. « Je suis persuadé que vous l'avez fait exprès. »« Que nous avons fait exprès quoi ?» m'exclamai-je ainsi que Georges. « Mais de me faire asseoir ici, une fichue sale blague, allons, attrapez le pâté !» Des profondeurs de la terre, me sembla-t-il, surgit le pâté, fort mal en point. À sa suite se hissa péniblement Harris, la mine défaite, terreux et mouillé. Il s'était assis, sans le savoir, tout au bord d'un petit fossé que dissimulait l'herbe haute et, en se penchant un peu en arrière, il s'y était englouti, raide comme balle, avec le pâté. Il nous dit n'avoir jamais éprouvé pire surprise qu'au moment où il se sentit partir, sans pouvoir deviner en rien ce qui lui arrivait. Il crut d'abord que c'était la fin du monde. Harris reste aujourd'hui encore persuadé que Georges et moi nous avions prémédité le coup. C'est ainsi que l'injuste soupçon poursuit jusqu'au plus innocent. Et, comme dit le poète, qui pourrait échapper à la calomnie? Qui, en effet? Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai toujours beaucoup de plaisir à suivre leurs aventures. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous surtout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Beaucoup de douceur et d'aventure. Voilà. Merci encore.